J'ai choisi de vous présenter deux abstracts publiés cette année qui concernent toutes les deux le cancer de l'ovaire récidivant. Le premier, un essai de chirurgie allemand, qui est une phase 3 randomisée qui évalue l'impact d'une chirurgie de cytoréduction secondaire dans le cadre du cancer de l'ovaire récidivant. Les résultats finaux de l'étude DESTOP. La deuxième étude présentée cette année est une étude médicamenteuse, toujours dans le cancer de l'ovaire récidivant, qui évaluait une maintenance par olaparib. Ces résultats ont déjà été présentés en ce qui concernait la survie sans progression, dans le cadre du cancer de l'ovaire platine sensible en rechute chez les patientes présentant une mutation de BRCA. L'essai DESTOP 3, voilà le design de l'étude. Première récidive de cancer de l'ovaire en rechute platine sensible. Les patientes devaient avoir un score AGO positif, qui a été défini par les essais antérieurs DESTOP 1 et DESTOP 2, une acide de moins de 500 ml, un état général conservé et une chirurgie complète initiale. 80 centres dans 12 pays, une randomisation en 2 bras de traitement, un bras chirurgie à la rechute avec effort maximal pour une résection complète suivi d'une chimiothérapie à base de platine et un bras sans chirurgie, chimiothérapie à base de platine immédiate. Les caractéristiques des patientes étaient comparables dans les deux bras, avec un âge médian autour d'une 60aine d'années. La très grande majorité des patientes avaient reçu un traitement à base de sel de platine antérieurement. La grande majorité avait aussi reçu des taxanes, et on voit que 75% des patientes dans les deux bras avaient un intervalle libre depuis la fin de la chimiothérapie à base de platine de plus de 12 mois, avec un intervalle moyen de 18,7 mois dans le bras pas de chirurgie et de 21 mois dans le bras avec chirurgie. Et cette différence entre les deux bras n'était pas statistiquement significative. Les résultats concernant le critère de jugement principal, la survie globale, en bleu la courbe chirurgie, en orange la courbe pas de chirurgie, on voit qu'il existe une différence en médiane de survie globale entre les deux bras de 7,7 mois, qui est statistiquement significative en faveur du bras chirurgie. Et deux études en sous-groupe ont été présentées. La première qui évaluait l'impact de la résection complète. Donc toutes les patientes qui ont eu une chirurgie incomplète ont été exclues de cette analyse. Donc le bras pas de chirurgie a toujours une médiane de 46 mois. Et dans le bras chirurgie, pour les patientes ayant eu une résection complète, la médiane de survie était de près de 62 mois, soit une différence de près de 16 mois entre les deux bras de traitement. A l'inverse, quand on regardait l'impact d'une chirurgie incomplète, donc pour le coup, la médiane dans le bras chirurgie complète reste de près de 62 mois, mais la médiane dans le bras sans chirurgie complète, donc tumeur résiduelle, était cette fois de 28,8 mois, soit nettement inférieure à la médiane dans le bras pas de chirurgie. Ce qui veut dire que si on n'est pas capable de réaliser une chirurgie complète, faire une chirurgie incomplète est une perte de chance pour les patientes. En conclusion de cette étude, la chirurgie à la rechute du cancer de l'ovaire est une option qui est à considérer systématiquement. Mais il faut, de manière très étroite, sélectionner à la fois les patientes qui présentent des critères définis au préalable par d'autres études, qui sont les critères AGO, une acide de faible abondance, une chirurgie complète initialement, un score OMS à 0 et un intervalle libre de plus de 6 mois, en sachant que lorsque cet intervalle libre augmente, la probabilité d'obtenir une résection complète est plus importante. Il faut aussi sélectionner de manière spécifique l'équipe pour augmenter la probabilité de chirurgie complète. En effet, il existe un effet délétère en cas de chirurgie incomplète dans le cadre du cancer de l'ovaire. Enfin, le point fondamental de cette réflexion globale sur la prise en charge du cancer de l'ovaire métastatique en rechute, c'est qu'il est nécessaire d'avoir une discussion pluridisciplinaire entre chirurgiens, oncologues, radiologues, anatomopathologiques en ce qui concerne le cancer de l'ovaire, avant toute prise en charge du cancer de l'ovaire en rechute, du fait des interférences entre la prise en charge chirurgicale et les prises en charge médicamenteuses, avec en particulier la place du bevacizumab et des inhibiteurs de PARP, ce qui nous conduit à l'autre abstract que je voulais vous présenter ce jour,
les résultats en survie globale finaux de l'essai SOLO 2, un essai de phase 3 qui évaluait une maintenance par olaparib chez les patientes avec un cancer de l'ovaire en rechute platine sensible porteuse d'une mutation de BRCA. Le design de cette étude, cancer de l'ovaire, des trompes de Fallope ou du péritoine primitif en rechute sensible aux platines, patiente mutée BRCA et qui avait reçu au maximum 2 lignes de chimiothérapie à base de platine. Les patientes étaient randomisées en 2 bras de traitement, un bras olaparib, randomisation 2 pour 1, et un bras placebo avec une stratification en fonction de la réponse à la chimiothérapie et de la durée de l'intervalle libre. Le traitement était poursuivi jusqu'à progression de la maladie et le critère principal déjà présenté, qui était des résultats positifs statistiquement et cliniquement, c'était la survie sans progression, et les critères présentés ici, c'était la survie globale. Voilà donc la courbe de survie globale dans le bras olaparib en bleu et dans le bras placebo en gris. Alors, on notera que la différence n'est pas tout à fait statistiquement significative puisque l'intervalle de confiance inclut 1, mais l'étude n'était pas designée pour évaluer la survie globale comme critère de jugement principal puisqu'il s'agissait d'un critère de jugement secondaire. Il existe une différence qui était cependant cliniquement significative puisque c'était une différence de l'ordre de 13 mois. 38% des patientes sous placebo et 10% des patientes sous olaparib ont reçu un traitement ultérieur par inhibiteur de PARP, donc un effet crossover important. Concernant la toxicité, donc il faut d'abord partir du principe que l'exposition au traitement dans le bras olaparib est nettement plus importante que dans le bras placebo, puisque dans l'analyse finale, l'exposition au traitement par olaparib était de 29,1 mois en moyenne versus 13 mois dans le bras placebo. L'effet indésirable d'intérêt dans la catégorie des inhibiteurs de PARP, c'est celle des syndromes myélodysplasiques et des leucémies myéloïdes aiguës. Donc on voit, quand on compare le bras placebo et le bras olaparib, qu'il existe un surrisque de syndrome myélodysplasique et de leucémie myéloïde aiguë, mais qui est à mettre en perspective avec une durée d'exposition de traitement nettement plus importante. En ce qui concerne la pneumonie, il y avait un petit surrisque qui n'était pas cliniquement très significatif. Ces études sont à mettre en perspective, ces résultats, avec ceux de l'essai SOLO 1. Dans l'essai SOLO 1, on avait un bénéfice estimé en survie sans progression. Donc là, on revient pour l'essai SOLO 2 et pour l'essai SOLO 1 à la survie sans progression. Et on voit que le bénéfice, on ne peut pas comparer ces deux études, mais était de 13,6 mois en PFS dans l'essai SOLO 2 et de 36 mois dans l'essai SOLO 1. Donc, 2 points importants. On peut s'attendre d'une part à ce que le bénéfice en survie globale soit plus important dans l'essai SOLO 1 au vu du bénéfice qui est très significatif en survie sans progression. D'autre part, ça pose la question de la stratégie et finalement de la pertinence des résultats de l'essai SOLO 2 puisque à moyen terme, on espère être de plus en plus dans une situation où les inhibiteurs de PARP seront donnés en première ligne. Et donc, la situation de l'essai SOLO 2, des patientes en rechute de cancer platine sensible, patientes mutées BRCA n'ayant jamais reçu d'inhibiteur de PARP, sera, on peut l'espérer, de plus en plus rare. En conclusion de cette étude, l'olaparib avait déjà fait la preuve de son efficacité dans le cancer de l'ovaire chez les patientes mutées BRCA. Dans le cancer récidivant, on a maintenant un bénéfice en survie globale qui est cliniquement significatif puisqu'il est de près de 13 mois. À 5 ans, 42% des patientes dans le bras olaparib étaient toujours en vie et 22% des patientes étaient toujours en cours de traitement par olaparib. Peu d'effets secondaires significatifs, peu de modifications de dose, peu d'arrêt de traitement. Le risque de syndrome myélodysplasique et de leucémie aiguë myéloïde était faiblement augmenté et les poursuites des explorations sont en cours afin de mieux identifier les patientes les plus à risque
de ces complications. Je tiens à remercier les équipes de l'Institut Bergonié, puisque ces 2 essais ont été en place à l'Institut Bergonié, les investigateurs, le docteur Anne Floquet et le docteur Frédéric Guyon, ainsi que toutes les équipes, les attachés de recherche clinique, les infirmières de recherche clinique, les radiologues, le service de radiologie, les assistantes médicales et tous ceux que j'oublie, le service d'anatomopathologie. Et j'ai emprunté certaines de ces diapos au professeur Isabelle Récocard et au docteur Thibaut Delamotte-Rouge. Merci beaucoup pour votre